Nous allons parler de travail, de monnaie et de revenus de base dans ce que l'on appelle le monde d'après. Et vous allez voir que tous ces sujets sont liés. En ce moment, nous ressentons le besoin de changer de modèle de société parce que nous trouvons que notre planète est en détresse et peut-être même que nous-mêmes nous sommes en détresse. Mais pour régler ce problème, il va falloir prendre tout un ensemble de mesures, dont une qui est de sortir de la dualité de la planche à billets des Américains et des usines du monde de la Chine. Il y a un mécanisme qui fait que tout le monde y retrouve son compte et donc on cherche à produire de plus en plus pour une population de plus en plus abondante au fur et à mesure que cette population croît et s'habille, se nourrit, se distrait, eh bien, elle grignote les ressources de la planète. Vous connaissez le jour du dépassement qui s'avance tous les jours du 1er janvier et qui devient plus que préoccupant. Alors, on sait comment s'en sortir. Le modèle s'appelle économie circulaire. L'économie circulaire, c'est la promesse de produire la juste quantité au bon moment, au bon endroit, pour les bonnes cibles. Et de produire en étant aussi économe que possible en ressources extractives, en ressources énergétiques et en ressources humaines. En ressources humaines seulement pour ce qui concerne les tâches ennuyeuses, dégradantes et fastidieuses. Et pour faire de l'économie circulaire, il faut des robots et des big data. Or, il se trouve que les robots savent très bien grignoter les jobs qui sont habituellement attribués à la classe moyenne. Et donc, les études confirment qu'au fur et à mesure que nous robotisons, l'efficacité pour produire grimpe, mais ce que nous avons le plus de mal à automatiser, ce sont les jobs qui sont très ennuyeux, très fastidieux, très dangereux et très mal considérés. Et ce sont des jobs dans lesquels il n'est pas possible de faire carrière car ils sont très dégradants pour ce qui concerne le psychisme, mais également pour ce qui concerne le physique. À l'autre bout du spectre, il y a ce que l'on appelle les good jobs, c'est-à-dire les jobs décisionnaires, créatifs et managériaux. Seulement, dans un monde très numérisé, tout va très vite et la compétitivité est très vive. Et donc, ces jobs ne peuvent être menés durablement par un individu. On ne peut pas être créatif d'un bout à l'autre de sa carrière au plus haut niveau. Donc, nous allons aller vers des carrières en forme de confetti, c'est-à-dire des moments où tout va bien et puis des moments où tout va mal. Et la dangerosité de ce modèle est aggravée par le fait qu'à l'intérieur de l'économie circulaire, il y a l'économie de la fonctionnalité qui fait que les ménages ne sont plus incités à posséder, mais simplement à disposer, c'est-à-dire que leurs revenus sont grignotés par des locations, location immobilière, location de voitures, location d'équipements pour faire du bricolage, du jardinage, etc. Donc il va falloir repenser le pacte social pour recréer de la stabilité sociale. La vie se déroule en 6 étapes. Je nais, j'apprends. À force d'apprendre, j'ai envie de faire. À force de faire, j'ai envie de transmettre. À force de transmettre, j'ai envie de rechercher la paix et de rayonner la paix autour de moi. Et ça tombe bien parce que les enfants qui arrivent ont besoin de beaucoup de paix et de sérénité. Donc les grands-parents assurent le démarrage des générations suivantes. Or, dans le modèle actuel, seule l'étape faire est récompensée. Les étapes amont et aval
sont livrés à la libre organisation des ménages, même si à travers les mécanismes de retraite, on indemnise les personnes, ce qui fait que économiquement elles sont encore dans le circuit, mais socialement elles ne sont pas dans le circuit et il est très difficile pour elles de le rester. Et donc, comme c'est difficile, elles y renoncent, et quand elles y renoncent, la société se prive de ce qu'elle pourrait apporter, mais également elle se dégrade et donc elle coûte cher sur le plan médical. Donc le modèle doit nécessairement évoluer. Par ailleurs, au niveau des échanges internationaux, on commence à assister à une réduction des échanges de matières extractives et un décuplement des biens immatériels. Donc ces biens immatériels, pour pouvoir les développer, eh bien, il faut rassembler sur son territoire des talents, des savoirs et avoir des formes de gouvernance qui favorisent la réactivité et la créativité. Et par conséquent, nous allons devoir faire évoluer notre système parce que cette créativité, cette réactivité, ces talents et ces savoirs, ils se développent dans le bien commun. Donc nous allons devoir libérer le temps que les robots vont pouvoir prendre pour le réorienter vers le développement du bien commun. Pour l'instant, les tâches qui sont tournées vers la propriété privée sont des tâches dites productives, c'est-à-dire tout ce qui concerne la satisfaction des biens individuels. Et ces tâches productives, elles sont récompensées par des salaires et différents autres émoluments. Dans le bien commun, il faut que les individus y apportent des tâches contributives. Pour le moment, ces tâches contributives ne sont pas récompensées. Elles sont soumises au mécanisme du volontariat et du bénévolat. Et les coûts de fonctionnement font l'objet de subventions et de dons. Or, les subventions et les dons ne sont pas extensibles à volonté. Plus précisément, ce qu'on entend par tâches productives, ce sont évidemment les tâches qui consistent à fabriquer des médicaments, des yaourts et des carottes, hein, mais également toutes les tâches régaliennes qui ont pour fonction de favoriser le bon accomplissement des tâches productives. Dans les tâches contributives, il y a tout ce qui concerne le soin de la famille, le partage du savoir, l'innovation, la démocratie et la spiritualité, sachant que la culture se situe dans l'innovation, la création. Et entre les tâches productives et les tâches contributives, il y a une catégorie un petit peu particulière qui s'appelle les tâches empathiques et qui sont dédiées aux résolutions de conflits, c'est-à-dire les conflits sanitaires, les conflits juridiques, sociaux et économiques. Toutes ces tâches vont devenir hautement stratégiques pour les nations, puisque c'est sur ce terreau-là, le terreau socio-économique, que va se construire la qualité du vivre ensemble, que les talents vont pouvoir éclore, voire même vont être attirés et donc accroître la compétitivité. Pour le moment, les tâches productives donc sont récompensées avec de la monnaie institutionnelle, et pour les tâches contributives, on ne sait pas très bien. Il y a quelques années, le gouvernement avait créé le CPAB, compte personnel d'activité, pour justement commencer à donner de la consistance à cette idée de récompenser le temps que les gens passent, par exemple, à faire fonctionner la démocratie. La démocratie, si on veut vraiment la faire fonctionner, il faut que les gens y consacrent du temps, qu'ils comprennent les problèmes, qu'ils aient un minimum d'éducation pour comprendre comment on traite une question sous un angle politique,
comment échanger, comment se structurer en groupe pour ne pas sombrer dans le yaka faucon. Donc c'est bien de cette dualité que nous allons devoir nous préoccuper. Mettons qu'on arrive à comprendre comment on va faire marcher tous ces jetons. Dans le même temps, ce que nous savons, c'est que notre monnaie devient numérique. Numérique, donc potentiellement intelligente. Et les supports de cette monnaie existent déjà. Vous avez les cartes à puce et vous voyez bien que très prochainement, vous allez pouvoir, déjà dans de nombreux points du globe, on peut commencer à payer avec son téléphone qui est d'un niveau d'intelligence supérieur à la carte à puce. Donc, sur le plan technique, on n'a pas trop de soucis, on sait comment on va faire. Ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est que la biodiversité monétaire est préférable à la monoculture. En particulier, les Suisses nous en font la démonstration, car depuis la dernière guerre mondiale, les entreprises suisses ont la possibilité de se régler entre elles les factures à travers une monnaie qui s'appelle le VIR. Et ce VIR, elles l'utilisent lorsque le franc suisse est déstabilisé au niveau international. Et donc cette biodiversité permet à l'économie suisse de passer à travers les crises sans trop d'encombre. Nous avons à travers le monde de nombreuses expériences qui concernent les monnaies locales et qui ont pour objectif d'essayer de favoriser la production locale de biens et de services. Pour l'instant, sauf quelques cas très particuliers, ces mécanismes ne marchent pas parce que ils sont arrimés à la monnaie institutionnelle et donc ils ne peuvent pas prendre de la dynamique par eux-mêmes puisque la monnaie institutionnelle a trop de force. Donc on voit que nous avons matière à approfondir toutes ces questions concernant les monnaies locales et concernant les monnaies contributives. Et on sait également, sur le plan technologique, régler du multimonnaie. Prenons ce monsieur et cette dame qui passent à la caisse avec exactement le même caddie. Eh bien, il est possible que ce monsieur règle ce caddie avec de la monnaie contributive et un peu de monnaie institutionnelle. Et par contre, la dame qui passe en même temps que lui va faire l'inverse. Elle va payer plutôt en monnaie institutionnelle et et moins en monnaie contributive. Parce que eh bien, ces deux personnes ne sont pas à la même étape que leur parcours de vie et leur manière de contribuer à la société n'est pas organisée de la même façon. A priori, on peut imaginer que le monsieur est plus engagé dans l'économie contributive et que la dame est dans une phase de sa vie où elle est plus engagée dans de l'économie productive. Alors pourquoi on va être obligé de faire ce type d'acrobatie, on pourrait presque dire, hein, c'est parce que vous avez sûrement remarqué qu'à l'heure actuelle, le système de collecte des impôts et des taxes a atteint un niveau de complexité qui dépasse le commun des citoyens. Et dans le même temps, le système redistributif a lui-même atteint un niveau de complexité qui dépasse également le commun des citoyens. Et donc, il va falloir que, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Solzhenitsyn, qui avait dit aux Occidentaux, vous allez vous créer un enfer de règles et de lois dans lequel vous n'arriverez plus à vous dépêtrer. Et donc, on peut imaginer que les individus reçoivent un salaire de base qui permet de tenir compte de la phase dans laquelle ils sont et donc des formes de dépenses dans lesquelles ils vont pouvoir s'assumer et se développer. Et c'est là qu'intervient le revenu de base.
Le revenu de base, si nous essayons de le faire fonctionner d'ores et déjà, tous les meilleurs spécialistes, et en particulier Marc de Bacchia à travers son association R, montrent que notre modèle ne peut pas servir aux individus un revenu de base qui serait concordant avec le seuil de pauvreté. Il est bien en dessous. Donc, du coup, on se dit, quelle est l'utilité de donner un revenu de base qui n'est pas suffisant, donc auquel il faut de toute façon faire un abondement pour que ce ne soit pas trop catastrophique. Par contre, si on arrive à panacher les formes de revenus de base, on peut aller vers un revenu de base qui tend vers l'acceptabilité en termes de seuil de pauvreté et inciter les individus, en créant les cadres qui vont bien, à bien dérouler leur parcours de vie en fonction de leurs dispositions personnelles, de leurs attirances, de là où leurs talents et leurs savoirs seront les plus appropriés, mais en ayant bien cette dualité qui permet aux individus d'être contributifs tour à tour dans l'espace productif, dans l'espace contributif, les deux en même temps, et puis au fur et à mesure qu'on avance en âge, évidemment, on se retire de toutes ces activités. Et voilà pourquoi travail, monnaie et revenu de base constituent un même sujet pour penser le monde d'après.